Les tensions entre la Chine et le Japon continuent de s'aggraver, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir pénétré illégalement dans les eaux de leur territoire, et ce, autour d'îles qui sont particulièrement contestées. Mais alors, que s'est-il passé? Faut-il craindre un conflit ouvert? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. C'est donc ce mardi matin qu'il y a eu un incident entre la Chine et le Japon. Alors ça s'est passé en mer de Chine orientale, donc en fait la mer de Chine orientale, c'est au nord-est de Taïwan et c'est un petit peu au sud de la Chine. Et au milieu de cette mer, eh bien en fait il y a des îles extrêmement contestées et revendiquées. Alors ce sont des îles administrées par le Japon les nomme les îles Senkaku, mais elles sont aussi revendiquées par la Chine qui les appelle les îles Diaoyu. Et récemment, les tensions importantes, elles se sont concentrées autour d'un bateau de pêche japonais. Alors selon les gardes-côtes chinois, ce bateau il se trouvait dans les eaux chinoises et donc leurs patrouilleurs ont dû intervenir pour le repousser. Mais du côté des Japonais, eh bien les gardes-côtes japonais affirment que ce sont des patrouilleurs chinois qui se seraient rapprochés du bateau dans des eaux japonaises, les obligeant donc à intervenir. Et selon le Japon, la Chine viole, je cite, fondamentalement le droit international. Mais alors pourquoi est-ce que la Chine et le Japon estiment que ces îles leur appartiennent et pourquoi est-ce aussi important pour eux? Alors c'est un sujet qui est très vaste, mais il faut savoir que le Japon considère que ces îles font partie de son territoire depuis qu'il en a pris le contrôle administratif en 1895 à la suite d'une guerre entre la Chine et le Japon. Et avant cela, le Japon affirme que ces îles étaient ce que l'on appelle des terra nullius, donc des territoires sans maître. Bref, il y a donc un contrôle depuis 1895, mais c'est réellement en 2012 que le Japon a finalement nationalisé une partie de ces îles, des îles qui jusqu'ici appartenaient à des propriétaires privés japonais. Alors cette décision donc, elle a affirmé encore davantage la souveraineté du Japon sur le territoire, mais ça a aussi ravivé les tensions avec la Chine. De l'autre côté donc, la Chine affirme que ces îles, elles sont historiquement chinoises, avec des traces documentées selon eux dans des récits et des cartes chinoises datant de plusieurs siècles. Et donc la Chine aujourd'hui conteste en fait l'annexion japonaise de 1895, la considérant comme une spoliation effectuée en pleine guerre, et donc la Chine estime que les îles doivent lui revenir. Bon, et à noter au passage que Taïwan revendique également ces îles qui se situent à 160 km de leur territoire. Alors ces dernières années, il y a eu tout un tas de tentatives pour tenter d'apaiser les tensions, mais l'une des difficultés en fait, c'est que l'Organisation des Nations Unies n'a pas rendu en fait de décision formelle sur à qui appartiennent ces îles, préférant prôner la retenue et encourager des négociations pacifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire avec ce bateau de pêcheurs, c'est pas un cas isolé. La Chine notamment déploie de plus en plus de navires au large de ces zones. L'année dernière, la présence de navires gouvernementaux chinois dans la zone a même atteint un niveau record pour la 3e année consécutive. Et selon plusieurs analystes, l'objectif ici de la Chine, c'est de normaliser sa présence autour de ces îles afin d'affirmer sa souveraineté sans pour autant provoquer un conflit ouvert. Pour l'instant donc, l'objectif serait surtout de tester la détermination en quelque sorte du Japon à défendre ces fameuses îles. Bon, mais ce qui peut paraître assez hallucinant quand on évoque tout ça, c'est que ces îles en soi, elles mesurent maximum 7 km², c'est des îles qui sont totalement inhabitées. Et donc forcément, dit comme ça, on peut se dire mais pourquoi autant de tensions pour ces îles? Et bien en fait, il y a plusieurs points essentiels à comprendre. Le premier point, et en fait le plus important, puisque c'est de ça que découle la suite, c'est que eh bien, ces îles, elles permettent de bénéficier de toute leur zone économique exclusive, leur ZEE. Et concrètement, de quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, ces îles, certes, elles sont très petites, mais ça n'influe pas sur la taille de leur ZEE, qui est légalement fixée à 200 000 nautiques, soit environ 370 km autour de ces îles. Si vous n'avez pas compris, eh bien, contrôler ces îles, ça veut dire donc contrôler eh bien, la mer autour. Et là, en l'occurrence, ça donne un avantage stratégique et économique non négligeable. Bon, déjà, la ZEE au large de ces îles, elle possède de nombreuses réserves de pétrole, de nombreuses réserves de gaz, et ça offre également une importante zone de pêche. Bon, on parlait hier dans les actus du jour de la question du Venezuela et du pétrole. Là, vous l'avez compris, c'est aussi ici une question de ressources. Mais c'est pas qu'une question de ressources pour autant, il y a d'autres choses qui sont importantes ici, c'est notamment un point crucial de navigation, notamment vers Taïwan. Taïwan que la Chine menace régulièrement, on en reparle dans un instant. C'est aussi donc plus largement une importante zone d'échanges commerciaux internationaux où passent de nombreux navires. Autrement dit, contrôler ces îles, c'est contrôler en réalité eh bien, une influence navale et commerciale. Bref, tout cela ravive ces derniers jours les tensions entre la Chine et le Japon, mais c'est pas la seule raison de ces tensions. On peut aussi citer la nouvelle position du Japon qui affirme que le pays pourrait justifier l'envoi de troupes pour défendre Taïwan contre la Chine. Pour rappel, Taïwan, c'est une île qui possède son propre gouvernement, qui fonctionne de manière autonome sur les plans politiques, diplomatiques et militaires, mais Taïwan n'est pas reconnu comme un État à part
entière par l'ONU et la Chine la considère comme faisant partie de son territoire. Mais le problème, c'est que pour éviter certaines tensions avec la Chine, tous les pays du monde ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État indépendant. Et donc on en a beaucoup parlé dans ce format des Actus du jour, mais la Chine menace régulièrement de s'en prendre militairement à Taïwan pour reprendre le contrôle de l'île. Bref, la semaine dernière, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont même entretenus au téléphone concernant les tensions entre la Chine et le Japon. Le Wall Street Journal affirme aussi, en citant des sources américaines et japonaises, que Trump aurait conseillé à la première ministre japonaise Sanae Takaichi de ne pas provoquer la Chine, notamment sur la question de Taïwan. Mais c'est des affirmations qui ont été démenties par le porte-parole du gouvernement japonais. Bref, c'est donc des tensions importantes et ça me paraissait essentiel d'analyser la situation géopolitique, même si effectivement ça fait pas la une des médias, mais c'est des sujets qui me paraissent importants. Avant de passer la parole à Léa pour le reste de l'actualité, j'en profite, régulièrement, vous le savez, je prends vos retours sur ce format des Actus du jour. L'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, que ce soit en podcast ou alors sur YouTube. Du coup vraiment, je prends vos commentaires, je prends vos retours, que ce soit sur le choix des sujets, sur la longueur des sujets ou toute autre chose, vraiment n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez le faire dans les commentaires sur YouTube ou alors aussi sur Spotify notamment. Je sais qu'il y a un outil qui permet directement de réagir et je lis comme ça vos retours. Merci en tout cas pour votre confiance, on va continuer à développer tout ça. Je laisse la parole à Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en Asie du Sud-Est et plus précisément en Indonésie où les inondations et glissements de terrain ont frappé l'île de Sumatra et ont fait 712 morts selon le dernier bilan publié ce mardi par l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Plus de 500 personnes sont toujours portées disparues et 2600 ont été blessées dans 3 provinces de l'île situées à l'ouest de l'archipel. La semaine dernière, les pluies torrentielles de la mousson associées à 2 cyclones tropicaux ont déversé des trombes d'eau dans la région. Le changement climatique aurait également des conséquences sur ces phénomènes météorologiques extrêmes. D'après l'agence, plus de 3,3 millions d'habitants ont été touchés par les inondations et 1 million ont dû être évacués et sont actuellement hébergés dans des abris provisoires. Au total, 1300 morts et des centaines de disparus ont été recensés en Thaïlande, en Malaisie, au Sri Lanka ainsi qu'en Indonésie. Deuxième actu, en France, 2 adolescents suspectés d'avoir voulu préparer une attaque antisémite ont été interpellés par la DGSI, le service de renseignement intérieur français, puis mis en examen ce dimanche. Ils sont accusés d'avoir élaboré un projet d'attaque contre des cibles juives et d'adhérer à l'idéologie du groupe État islamique. Leur radicalisation s'est faite via un groupe WhatsApp appelé 100. L'un des adolescents, qui est d'origine tchétchène, a été arrêté à Strasbourg. Isolé et déscolarisé, il avait publié un message où il disait vouloir, je cite, « tuer des juifs dans 5 jours », selon les informations du Parisien qui ont été confirmées par le parquet national antiterroriste. Le message s'accompagnait d'une photo de lui avec un couteau. L'autre suspect, issu d'un milieu aisé, a été interpellé en région parisienne. En garde à vue, les 2 mineurs ont reconnu leur radicalisation, mais ils nient avoir voulu passer à l'acte. Troisième actu, le nombre de naissances chute en France et la population vieillit, et ce changement démographique pourrait avoir de grosses conséquences sur les finances publiques d'ici à 2070, selon la Cour des comptes, qui est une juridiction financière qui contrôle l'usage de l'argent public. En fait, selon le rapport, la baisse de la natalité en France et le vieillissement de la population vont notamment mener à un recul du nombre de personnes en âge de travailler qui devrait atteindre 50% de la population en 2070 contre 55,3% en 2023. Cela devrait donc entraîner une diminution des recettes fiscales et sociales alors que les dépenses liées aux retraites et à la santé augmenteraient. Dans son rapport, la Cour des comptes indique que les dépenses publiques devraient représenter 61% du PIB en 2070 contre 57% actuellement si l'on maintenait le même niveau de dépenses par tête et par tranche d'âge. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites par un pays sur une année. Pour conserver un pourcentage similaire à l'année 2025, la Cour des comptes recommande donc de réduire la dépense publique par habitant de 6,1% d'ici 2070. Quatrième actu, la Fédération internationale des journalistes et le syndicat des journalistes, qui est le principal syndicat de journalistes en France, ont porté plainte ce mardi contre X auprès du parquet national antiterroriste pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ils dénoncent aussi des crimes de guerre visant des journalistes français dans ces territoires palestiniens. À travers ces plaintes, ces 2 organisations souhaitent notamment faire constater les obstacles matériels, administratifs et sécuritaires imposés aux journalistes français qui couvrent la situation dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Depuis cette date, les autorités israéliennes empêchent les journalistes de médias étrangers d'entrer de manière indépendante dans Gaza. Seuls quelques reportages qui ont été réalisés sous étroite surveillance de l'armée israélienne sont autorisés, les journalistes étant accompagnés par des soldats. Parallèlement, Reporters sans frontières a décompté plus de 210 journalistes tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023. En tout cas, la plainte est en cours d'analyse
prise par le parquet national antiterroriste à Paris qui décidera d'ouvrir une enquête ou non. 5e actu, Emmanuel Macron a assuré ce mardi en Conseil des ministres qu'il n'avait jamais évoqué l'idée de créer un label d'État pour les médias et encore moins de ministère de la vérité, comme certains l'accusent depuis quelques jours. En fait, il y a 2 semaines, Emmanuel Macron avait évoqué un projet de label porté par des professionnels des médias pour, je cite, distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux et les sites d'information. Le président avait alors été accusé de dérives autoritaires, notamment par le journaliste de CNews Pascal Praud. Bruno Retailleau, le patron des Républicains, et Éric Ciotti, son prédécesseur qui s'est depuis rallié au Rassemblement national, ont quant à eux lancé 2 pétitions contre la supposée création d'un tel label d'État pour la presse. Mais ce mardi, Emmanuel Macron a donc assuré, je cite, que le gouvernement ne va pas créer tel ou tel label destiné à la presse. Ce n'est pas, ce ne sera jamais son rôle de le faire. Fin de citation. Il a notamment fait référence à l'initiative de labellisation lancée par l'ONG Reporters sans frontières, la Journalism Trust Initiative. Ce dispositif de certification implique plus de 2000 médias volontaires à travers le monde et vise à identifier et mettre en avant sur les réseaux sociaux et plateformes ceux considérés comme dignes de confiance. 6e actu, rapidement, on en parlait hier, l'État français a été condamné ce mardi pour ne pas avoir assuré l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles. Pourtant, depuis 2001, 3 séances par an sont obligatoires pour tous les élèves, de la maternelle au lycée. Mais dans les faits, ces enseignements ont été très peu appliqués. Plusieurs rapports montrent qu'une large majorité d'élèves n'y a jamais eu accès. Le tribunal, qui a été saisi par un collectif d'associations, dont le Planning Familial, SOS Homophobie et SIDAction, estime que ce manquement constitue une violation des obligations légales de l'État. À noter que l'État a adopté un nouveau programme national d'éducation à la sexualité en février 2025, qui est censé répondre à la loi en détaillant des contenus pour chaque niveau scolaire. Et on termine avec cette actu. Pour la première fois, un nouveau parc Astérix va ouvrir et il sera en Allemagne. C'est ce qu'a annoncé la Compagnie des Alpes, son propriétaire. En fait, il va ouvrir sur un parc qui existe déjà, le parc Bellantis, qui est situé à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, et qui est un des plus grands parcs d'attractions du pays. Alors, le parc entier devrait ouvrir à horizon 2030-2031, mais une zone consacrée à Idéfix, le chien d'Obélix, sera inaugurée dès le printemps 2026. En tout cas, le choix de l'Allemagne pour s'exporter n'est pas un hasard. En nombre d'albums d'Astérix vendus, l'Allemagne est le 2e marché, juste derrière la France, et surtout le 2e marché européen des parcs de loisirs. Merci beaucoup Léa, alors je le disais, je prends tous vos retours comme chaque jour sur ce format, n'hésitez pas, mais c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires, je prendrai le temps de lire tout ça cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.